Au sommaire de ce journal, innovation technologique, l'investissement au centre d'un forum dénommé INTEC. Journée internationale de la lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait une déclaration. Bienfaisance, la Fondation internationale Bien vieillir en Afrique tient son 4e dîner de gala. Lutte contre la prostate, le Rotary Club Abidjan élixir des pistes à Sakassou. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure du journal. En début de ce temps d'information, rendons-nous en RDC, République démocratique du Congo, pour parler de littérature. Génocide au Congo pour votre confort. C'est le livre de Claude Malouma qui parle du drame dans l'est de la RDC où l'on compte plus de 15 millions depuis 3 décennies et plus de 8 millions de déplacés. Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Plus de précisions avec Freddy Lumbala et Ravaneli Mtumba. C'est à l'hôtel Sultani à Kinshasa qu'a eu lieu le vernissage du livre Génocide au Congo pour votre confort, écrit par Claude Malouma. Ce livre raconte le drame des Congolais exposés aux violences dans la partie est du pays, où, depuis environ 3 décennies, on compte plus de 15 millions de morts dans une indifférence totale de la communauté internationale. Le livre a été baptisé par Nicole Boacha, directrice de cabinet du chef de l'État, qui a trouvé des mots appropriés pour expliquer ce que subissent ces populations qui errent ici et là sans assistance. Très cher ouvrage, Génocide au Congo pour votre confort. Sache que tu n'es pas un livre ordinaire. Tu es désormais une mémoire vive, un témoin à faire taire. Une voix qui exige d'être écoutée, un corps qui mérite d'être baptisé. Allons donc garnir les étagères de nos bibliothèques de ce trésor. Allons lire ces pages et écoutons ceux qui s'en dégagent pour que jamais la vérité ne s'efface et que la justice trouve enfin sa place. Génocide au Congo pour votre confort évoque les causes de cette situation qui s'explique par les richesses que recèle le sous-sol de la partie est de la RDC, avec des minerais rares qui suscitent la convoitise. Nous avons en ce moment plus de 15 millions de morts dans ce pays, femmes, enfants, hommes. Nous avons 8 millions de déplacés internes. On parle de 15 millions, c'est comme la population de la ville de Paris, qui ont été décimés. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Et dans ce livre, il y a une particularité, nous avons parlé de l'élite congolaise aussi, de sa propre responsabilité, de nous Congolais, de notre propre responsabilité. Nous avons parlé aussi de la force économique que nous devons avoir. Mais quand nous parlons de ceux qui nous ont tués, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays est en train d'être agressé, de nous tuer et qu'on nous empêche même d'acheter des armes pour se défendre. L'auteur de cet ouvrage, Claude Malouma, demande aux Congolais de laisser de côté ce qui les divise pour se concentrer sur ce qui est primordial, à savoir la patrie. Génocide au Congo pour votre confort est un ouvrage de 381 pages, subdivisé en 11 chapitres. C'est un livre captivant qui dévoile l'une des plus grandes et méconnues tragédies de la RDC. Revenons en Côte d'Ivoire et intéressons-nous à l'innovation et la technologie. La première édition du forum INTEC consacré à l'innovation et la technologie s'est tenue à Abidjan. Organisé par le cabinet Cassel Consulting, le forum INTEC avait pour thème « Quels sont les facteurs déterminants pour optimiser les investissements en termes d'innovation et de technologie en Côte d'Ivoire ?» Ce forum a exploré les voies et moyens pour susciter l'investissement dans ce secteur afin de propulser la Côte d'Ivoire en tant que leader technologique en Afrique de l'Ouest. Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. C'est une première édition qui s'était donné pour but d'explorer les voies et moyens pour susciter l'investissement dans l'innovation et la technologie. Organisé du 5 au 6 décembre 2024 à Abidjan par le cabinet Cassel Consulting, le forum INTEC 2024 a réuni décideurs, investisseurs, entrepreneurs et écoles de formation pour mener les réflexions sur le thème « Quels sont les facteurs déterminants pour optimiser les investissements en termes d'innovation
et de technologie en Côte d'Ivoire. Alors nous avons estimé, puisque nous avons participé à différents forums, nous avons estimé que créer notre propre forum avec peut-être toutes certaines lacunes qu'on aurait pu constater ailleurs, qu'on puisse proposer un forum de qualité donc à ces entreprises pour qu'elles puissent bénéficier de partenariats et de bonnes pratiques qu'elles peuvent utiliser donc au sein de leurs organisations. Raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser ce forum. Et pourquoi innovation et technologie? Parce que nous estimons que c'est le moyen pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins de nos populations africaines. Et le jeu en vaut la chandelle, car ce secteur de l'innovation et de la technologie contribue à 3% du PIB national, équivaut à 1139 milliards générés en 2021 et créé 100 000 emplois selon la CAPEC. D'où la volonté du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation de mieux structurer les initiatives de promotion à travers la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et d'un forum dédié à la technologie. Alors, ça sera notre premier forum. On veut l'institutionnaliser, que chaque année on puisse avoir un forum de cette envergure. L'idée, c'est d'établir une vitrine pour l'innovation et l'entrepreneuriat technologique en Côte d'Ivoire. Cette vitrine-là va montrer les capacités de nos startups, de notre secteur privé à développer tout ce qui est numérique, digital, avec des innovations propres à la Côte d'Ivoire, mais aussi s'internationaliser. Le forum InTech a été organisé par Cassel Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines comptables et financiers. Le Centre de recherche sur les institutions et le droit international des affaires a initié une rencontre à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques, administratives et politiques. Axée sur le thème les différends relatifs aux ressources extractives, cette rencontre a réuni étudiants et experts en vue de sensibiliser la jeunesse à s'approprier les enjeux et les opportunités du secteur minier. Le reportage de Fulgence Canon et Enoch Yao, commenté par Alan Itoua. Conférence encourager la jeunesse dans le secteur minier, le professeur titulaire privé de droit, Aboudraman Ouattara, a captivé son auditoire pendant environ 40 minutes lors d'une conférence enrichissante sur le thème « Les différends relatifs aux ressources extractives ». Dans un souci de clarté, le conférencier a d'abord défini les principaux termes du sujet avant de dresser une cartographie des différents types de litiges liés aux ressources extractives. En sa qualité de premier responsable du Centre de recherche sur les institutions et le droit international des affaires, il a également exposé les mécanismes de résolution des conflits dans ce domaine sensible. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une dynamique de faire des ressources extractives, entendez les ressources pétrolières, gazières et minières, un levier du développement en donnant une importance accrue à ce secteur d'activité. Et il était important de pouvoir discuter des différents, on va dire des palabres qui peuvent naître à l'occasion de l'exercice de ces activités, tant en phase préalable, la recherche ou l'exploration, qu'en phase d'exploitation. Le professeur a mis en lumière les enjeux politiques, économiques et géostratégiques des ressources pétrolières et minières pour la Côte d'Ivoire, tout en soulignant leur importance pour le développement national. Les participants, principalement des étudiants, ont salué l'interactivité et la richesse des échanges. Tenu que le secteur des ressources extractives est un secteur très prometteur. Bien qu'il soit très prometteur, il a beaucoup de défaillances, de soucis. Parler, proposer des solutions et j'en ai vraiment appris. La Côte d'Ivoire a découvert des gisements comme le gisement Kalao et le gisement Baleine, ce qui fait du pays un État très attractif dans le milieu pétrolier et minier. Donc, la nécessité est telle et évidente que nous devons songer à nous orienter dans cette matière. Cette conférence a été non seulement un temps d'apprentissage théorique, mais également une occasion unique de dialogue et de partage d'expériences entre le conférencier et l'auditoire. Une autre rencontre universitaire.
L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a organisé un colloque international consacré au développement local de la commune de Koumassi à l'amphithéâtre A de l'institution académique. Les universitaires ont présenté cet exemple de développement ayant un impact réel sur le quotidien des populations à travers le thème « La commune de Koumassi d'hier à aujourd'hui ». Action d'un leadership politique au service d'un développement local. Le récit de Walter Kofi. Longtemps considérée comme une commune insalubre, où régnait le désordre, Koumassi, depuis quelques années, montre un nouveau visage. Des espaces plus propres, de nouvelles infrastructures et des voiries flambant neuves, une avancée qui est passée à la loupe de la communauté scientifique. C'était au cours d'un colloque tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, au cours duquel le président de l'université, le professeur Balosier, saluant la tenue de ces assises, a souligné que Koumassi représente un exemple concret de ce qu'un leadership éclairé peut apporter à la transformation des communes ivoiriennes. Comme vous le constatez, vous le voyez au quotidien, la commune de Koumassi connaît un nouveau visage depuis quelque temps. Le colloque devra permettre de décrire ce leadership sous toutes ses facettes et l'impact que cela a eu, en bien comme en mal, sur la vie des populations. Il s'agit donc concrètement de mesurer ce développement local pour en connaître la profondeur. Représentant le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, le maire Narcisse Balé a exprimé au nom du conseil municipal et des populations de Koumassi sa reconnaissance pour cette occasion de présenter les nombreux progrès réalisés dans la commune. Il a particulièrement mis en avant l'impact de l'action du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo, dont l'engagement était déterminant pour le changement de la commune. Je suis fier que Koumassi fasse l'objet, si vous voulez, d'un colloque. Parce qu'il faut qu'on puisse étudier la démarche scientifique de cette transformation. Et c'est pour ça que nous sommes tous là, présents, aux côtés des éminents chercheurs, aux côtés de ceux qui réfléchissent, ceux qui produisent de la réflexion pour faire de Koumassi un exemple et en même temps apporter notre expérience, partager cette expérience avec les autres communes. Ce colloque a été un espace d'échange et de débat à travers 32 communications avant de présenter Koumassi comme un modèle inspirant pour les autres acteurs du développement local. Intéressons-nous à la lutte contre la corruption. Chaque 9 décembre, depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la communauté internationale célèbre la lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a donné le top de cette célébration à travers une campagne soutenue de sensibilisation. Aujourd'hui, il s'est adressé à l'ensemble des Ivoiriens et les résidents du pays. Une adresse dans laquelle il a invité les jeunes à intégrer le dispositif de cette lutte. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Aujourd'hui, 9 décembre, depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le 31 octobre 2003, nous célébrons la Journée internationale de lutte contre la corruption. La corruption freine le développement économique, décourage les investissements étrangers et nuit à la compétitivité des pays sur la scène internationale. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres États du monde, n'échappe pas à ce triste constat. Au regard de cette menace et sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le dispositif institutionnel et juridique a été renforcé au fil des ans. Ce dispositif permet à l'écosystème des acteurs en charge de la lutte contre la corruption de mener des actions qui ont abouti à des progrès notables. Malgré ces résultats encourageants, les défis en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées restent encore très importants. L'édition 2024 de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée sous le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain », sera l'occasion de mettre l'accent sur le rôle essentiel que doit jouer notre jeunesse dans la construction d'un avenir sans corruption.
En unissant leurs forces, ils peuvent véritablement faire la différence et être une source d'inspiration pour les générations futures dans la poursuite de cette noble cause. Mesdames et messieurs, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'engage à soutenir les initiatives des jeunes et à leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils puissent jouer un rôle actif dans cette lutte. Chers jeunes, vos voix comptent. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a accueilli l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Une visite marquée par un échange et une immersion dans les infrastructures didactiques de l'établissement. Cette rencontre a non seulement permis à l'ambassadeur de découvrir les installations de l'Académie, mais aussi de dialoguer directement avec les étudiants, favorisant ainsi un partage d'expériences et d'idées. Le reportage de Michel Brou et Didier Guédé. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a ouvert les portes de son établissement à l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Présent dans les locaux, l'ambassadeur a pu apprécier les efforts déployés par l'Académie pour doter ses apprenants de compétences nécessaires dans un secteur crucial pour l'économie côtière. Au cours de sa visite, des échanges fructueux ont eu lieu entre l'ambassadeur et les pensionnaires. Ces discussions ont porté sur les défis et opportunités liés à leurs études. Cette présence annonce les couleurs d'un partenariat fructueux entre la République canadienne et l'établissement. J'ai eu l'opportunité de visiter les simulateurs, les équipements de dernière pointe. C'est vraiment l'équipement qui permet aux jeunes d'être bien formés. C'est vraiment qu'on parle de simulation, c'est vraiment qu'on parle de stage. Donc pour nous, cette ouverture, c'est à travers l'établissement de partenariat. Donc le Canada reste ouvert avec des institutions de haute qualité comme l'Académie régionale d'établir ces partenariats. Écoutez, quand on regarde, c'est un grand terrain. Il y a des opportunités de stage pour les jeunes, mais quand on rentre à l'intérieur, on voit les équipements de dernier point, de la fine technologie. Quand on voit ce qui se fait à l'intérieur en termes de simulation, c'est là où on se dit, la Côte d'Ivoire a de quoi être fière. C'est une joie d'avoir eu vraiment, je suis content, je suis satisfait de cette visite et on n'a pas terminé, on a fini par des perspectives. On s'est rendu compte qu'il y a des possibilités. Il a donné aussi des pistes pour les jeunes, ceux qui aimeraient aller au Canada, ceux qui aimeraient étudier au Canada, même pour les enseignants, pour l'académie, comment on peut ouvrir des partenariats. Donc vraiment pour moi, c'est une visite fructueuse. Voilà, je suis heureux en tant que responsable de cet établissement et je réitère encore mes remerciements à son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Canada. La présence de l'ambassadeur a non seulement rehaussé le prestige de l'académie, mais a également inspiré les étudiants à poursuivre leurs ambitions avec détermination et passion. On tire beaucoup d'enseignements, nous a appris aussi beaucoup, surtout des pistes de résolution dans la quête d'emploi. Et lui me l'a dit en amont, c'est d'abord se former et puis s'informer. C'est un réel plaisir pour moi de l'entendre parler de la résilience, de l'entendre parler de la formation. Il faut s'auto-former. Qui veut voir le développement de son pays, c'est de se faire former. Cette visite a été l'occasion de renforcer les liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, tout en mettant en lumière l'engagement de la RSTM vers l'éducation maritime de qualité. Parlons distinction. 20 alumni de l'Institut de sécurité maritime interrégionale ISMI ont reçu leur diplôme à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Issus de 4 pays différents, ces étudiants ont obtenu leur Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Leurs parchemins leur ont été remis par la direction de l'ARSTM et la représentante de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes Université. Initiatrice du programme de formation, Philippe Zabo et cet équipier étaient présents à la cérémonie. C'était un directeur de l'ISMI, fier de son institution, qui nous a été donné de voir lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 8e promotion des étudiants en Master 2 de droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Pour lui, ce master enrichit le continent d'experts en sécurité maritime. Le bilan est positif. Depuis 2016, nous avons mis en place ce programme de master en collaboration avec l'Université de Nantes. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e promotion. Nous avons formé plus d'une centaine de cadres africains des différents États du Golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, en matière de sécurité, de sûreté maritime et portuaire, de droit maritime. Et donc aujourd'hui,
les États du Golfe de Guinée disposent de nombreux cadres formés dans ce domaine et qui pourront apporter leur contribution au développement, à l'éclosion d'une économie bleue. Avant lui, dans la salle, les parties prenantes au programme Master 2 des AMO, surtout les auditeurs, ont remercié la France qui le finance. Au nom de tous les lauréats de la 8e promotion du DESAMO, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour le rôle important que vous jouez dans les relations d'amitié et de fraternité qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la France. Ce partenariat entre nos différents États et la France, que traduit ce master que nous célébrons aujourd'hui, nous montre clairement l'importance de l'engagement international et du soutien diplomatique pour l'épanouissement des jeunes générations à travers le monde, surtout dans des secteurs stratégiques comme celui des activités maritimes et océaniques. La cérémonie de graduation était placée sous le parrainage du ministre délégué chargé des affaires maritimes et présidée par son directeur de cabinet. Elle s'est déroulée en présence du représentant du comité interministériel de l'action de l'État en mer de Côte d'Ivoire, du représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de la représentante de Nantes Université, partenaire de la formation. Nous poursuivons ce journal toujours en distinction. Près de 200 étudiants de la Graduate School of Management ont célébré leur réussite académique en recevant leur diplôme de bachelor, MBA et licence professionnelle. Entourés de leurs proches, parents, amis et connaissances, venus nombreux partager ce moment, les diplômés ont vécu un moment mémorable marqué par la joie et la fierté en présence de Amiko Robara et Enoch Yao. L'hôtel Belle-Côte plein à craquer, raison d'applaudissements en cet après-midi de remise de diplôme. Parents, amis et connaissances ont tenu à être présents pour cette cérémonie de graduation, un moment empreint de fierté et de joie partagée entre les récipiendaires et leurs proches. Je suis très heureuse et puis j'ai vraiment trimé pour avoir mon diplôme en fait, donc vraiment je suis fière de moi et puis je suis fière que mes parents m'ont encouragée. Je suis émue parce que je viens vraiment de loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je ne m'attendais même pas à être là aujourd'hui même. Je ne pensais même pas qu'un jour j'allais être diplômée, recevoir un diplôme devant mes parents. Mes parents sont vivants, ils sont en bonne santé, donc franchement je suis trop contente. C'est la joie. Je suis très émue et je demande au Tout-Puissant d'aider tous ces enfants qui ont reçu leur graduation aujourd'hui pour que la suite soit favorable. C'est vrai, le diplôme est là, mais une autre chose, c'est d'avoir du boulot et que vraiment que Dieu les suive. Leurs encadreurs ne cachent pas leur fierté face à cette nouvelle promotion qu'ils considèrent comme une réussite collective. Nous nous réjouissons vraiment d'avoir organisé cette cérémonie de remise des diplômes et nous voulons juste les féliciter, leur dire qu'ils ont vraiment travaillé, qu'ils ont bossé dur et que c'est l'heure aujourd'hui de célébrer leur réalisation. Cette étape symbolise l'ouverture d'un nouveau chapitre dans leur parcours académique et professionnel. Soutenus par leur famille et encouragés par leurs formateurs, ils entrent dans le monde du travail avec l'ambition de transformer leurs acquis en succès. La meilleure entreprise de distribution innovante de matériel d'électricité en Côte d'Ivoire pour ces dernières années est connue. Il s'agit de l'entreprise DEMEIB. C'est une entreprise spécialisée dans la distribution de matériel électrique, industriel et bâtiment. Reconnue pour la qualité, le coût de ses produits et les nombreuses formations initiées en faveur des acteurs du secteur électricité ces dernières années. Elle a été distinguée à Abidjan lors de la 6e édition des Awards des entreprises. Retour sur les temps forts de cet événement qui a rassemblé une centaine d'entreprises et les personnalités africaines. DEMEIB a une exposition vente. Avec ses 29 années d'expertise dans le secteur de l'électricité, cette entreprise a pris ses marques dans la distribution de produits certifiés conformes aux normes internationales. Déjà, je dis qu'on rappelle à chaque fois qu'on a l'occasion à la population ivoirienne que le matériel électrique est très dangereux. Donc il faut prendre du matériel électrique de qualité. Parce que la population ne sait pas que le matériel électrique n'est pas de bonne qualité, on n'est pas à l'abri. Voilà, allez toujours dans les bons réseaux de distribution pour avoir du matériel électrique de qualité. DEMEIB, nous faisons la distribution des matériels électriques, industriels et bâtiments. Nous faisons de l'éclairage. Nous faisons des cellules, nous faisons des transformateurs, nous faisons de l'appareillage. Vous voyez même que, si vous regardez bien derrière moi, on a toutes les coloris. On en a aussi pour toutes les pousses.
Après autant de services rendus aux Ivoiriens en leur proposant des formations et vente de produits de haute qualité, le temps est à la récompense. Ici, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, tout a pris les couleurs de la 6e édition des Awards des entreprises et des institutions. À vrai dire, c'est une célébration du top management des entreprises et des institutions. À travers cet événement, la splendide Afrique, avec ses filles et fils, qui font des pieds et mains pour réussir les challenges des temps actuels. Avec un cachet spécial, la 6e édition a fait la part belle à la jeune féminine. L'une des entreprises à fort impact, reconnue par l'Observatoire AB Communication pour sa technicité dans l'électricité, est DMEB. Fièrement, Jean-Maurice Ibrahim, directeur général de DMEB, peut recevoir le trophée Stické 5 étoiles sur lequel on peut lire clairement Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines. C'est le travail bien fait, c'est la perfection. Je dis il faut être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Il faut être objectif, je pense que c'est ce qui m'a fait avoir ce prix ce soir. Vous savez, lorsque les gens reconnaissent ce que vous faites, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie de continuer. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire devant et nous n'allons pas vous décevoir. C'est donc une nouvelle étape pour DMEB qui doit partir à la conquête de nouveaux marchés, mais aussi challenger son record. Ouvrons à présent un chapitre dédié à l'action sociale. Quand générosité rime avec impact social. Au Latri Event Cocody de Plateau, la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique a tenu son 4e dîner de gala annuel. Au programme, un bilan de 18 000 repas offerts et une nouvelle ambition de couvrir les frais de santé des personnes âgées grâce à des remises prochaines de la CEMU, couverture maladie universelle. Aïssata Kone. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique, FIBVA, une politique avec 4 axes majeurs, l'assiette du cœur, où la distribution quotidienne des repas aux seniors durant toute l'année sillonne quelques communes abidjanaises. À ce jour, un bilan de plus de 18 000 bénéficiaires. La lutte sociale contre l'isolement des personnes âgées, le projet d'achèvement de la Villa Mangrove à Adiaké, enfin un partenariat avec la Française des Petits Frères des Pauvres. La Fondation souhaiterait construire une maison qu'on appelle la Villa Mangrove Senior à Adiaké. Cette maison aura pour vocation simple de permettre aux personnes âgées isolées de venir passer des courts séjours de vacances, de resserrer les liens, mais aussi de pouvoir rencontrer leur père et échanger. Nous avons identifié les personnes âgées les plus vulnérables. Nous identifions leurs besoins. On reverse ces besoins à la Fondation et on essaye de voir dans quelle mesure la Fondation peut les aider. Parce que ce sont des personnes qui vivent seules. L'idée, c'est vraiment d'échanger nos pratiques, notre connaissance sur le vieillissement, sur les changements démographiques dans le monde, parce que malheureusement, on est tous impactés par ces changements et ce que nous avons pu expérimenter en France, les Ivoiriens vont pouvoir le mettre en place peut-être, mais aussi apprendre de ce que nous n'avons pas fait très bien aussi par rapport à nos personnes âgées. Hélène Diarra, présidente du conseil d'administration, a lancé un appel à la mobilisation citoyenne en faveur des gardiens de nos traditions. En 2025, des cartes de la couverture maladie universelle seront offertes aux démunis par la FIBVA créée le 18 juin 2019. Rappelons que les fonds levés à ce 4e dîner gala annuel donneront un coup d'accélérateur à ce vaste projet. À l'approche des fêtes de Noël, le COPAC, entendez, Centre de conseil professionnel et de pastoral clinique, a organisé la 2e édition de l'événement Arbre de vie, une journée dédiée à 350 enfants défavorisés pour leur offrir joie, créativité et partage dans une ambiance festive et conviviale. L'événement s'est déroulé à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Angré-Djorobité, en présence de Amiko Robara et Enoch Yao. Ambiance chaleureuse dans un décor festif aux couleurs de la Noël,
C'est dans ce cadre empreint de convivialité que s'est tenue cette deuxième édition de Arbre de Vie, un événement organisé par le COPAC, le Centre de counseling professionnel et de pastoral clinique, sous la direction du père Jean Messengue. Grâce à cet événement, 350 enfants issus des milieux défavorisés ont été rassemblés le temps d'une journée festive. Des ateliers de créativité, notamment le dessin, ainsi que divers jeux tels que le basket, les courses et la glissade ont rythmé cette journée. Objectif: offrir un moment d'épanouissement et de partage dans une ambiance de Noël contribuant à renforcer la convivialité et le vivre ensemble, comme l'a expliqué le coordinateur de l'événement. Objectif principal d'apporter la joie, l'épanouissement aux enfants en situation difficile, défavorisée, qui sont de classe sociale assez basse, mais en même temps pour créer une ambiance de fête de Noël, parce que ce n'est pas évident que pendant les célébrations, ils aient ces occasions-là. Faire des choses ensemble, c'est créer en eux le sentiment d'un vivre ensemble réel. Et c'est ce que nous visons en effet. Un moment rendu possible grâce au parrainage du couple d'eau qui pose un acte d'amour envers ses enfants. L'enfant d'aujourd'hui est le parent de demain. Et quand nous savons ce que chacun traverse dans son enfance, c'est bon de pouvoir permettre à tout un chacun d'être épanoui dès son bas âge, de connaître l'épanouissement, quel que soit son niveau social. Abba Yolande, venue avec ses enfants, s'est réjouie de cette initiative. Je suis contente d'être là avec moi, mes enfants. Nous sommes venus au nombre de 3, avec mes 3 filles. Et vraiment, je suis contente d'être là ce matin. Et ça me permet aussi de jouer avec mes enfants, de m'amuser, de voir comment ils ont évolué au fait. Parce que quand l'école arrive, on est tous le temps stressés, en train de se dire, quand le moment arrive, on se détend. Arbre de Vie a une fois de plus tenu sa promesse, répandre la joie et l'espoir auprès des enfants vulnérables. Une initiative qui, au-delà des festivités, renforce les liens familiaux et communautaires à l'approche de la fête de Noël. La Fondation Lonasi a procédé à son siège à la remise symbolique des clés de plusieurs œuvres sociales reparties dans 11 régions de la Côte d'Ivoire. Ces infrastructures construites ou réhabilitées dans différentes localités du pays visent à améliorer les conditions de vie des populations. Cette remise symbolique de clés au corps préfectoral aux délégations villageoises des localités concernées s'est déroulée en présence des représentants des ministères en charge de l'éducation et de la santé. Amiko Robara et Tima Traoré. Les régions du Bafing, de la Bagoué, du Bélier, du Folon et du Gontougo, pour ne citer que celles-là, font partie de la liste des 11 régions qui ont pu bénéficier de ces actions sociales grâce à la Fondation Lonasi. Ces régions représentées ici par le corps préfectoral et les délégations villageoises ont reçu de façon symbolique les clés d'œuvres sociales construites ou réhabilitées par la Fondation. Au nombre de ces réalisations, 4 écoles primaires, un bâtiment de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire, une cantine scolaire, 5 centres de santé intégrés ont été entièrement équipés, ainsi que la réhabilitation et la construction de plusieurs autres infrastructures. Ce matin, nous avons procédé à la remise symbolique de plusieurs infrastructures sociales financées par la Fondation Lonasi. Il me paraît aussi important de souligner la large couverture géographique des dons que nous remettons aujourd'hui. Aux populations bénéficiaires, nous voulons dire notre espoir de voir les infrastructures mises à leur disposition par la Fondation Lonasi améliorer leur bien-être. Le porte-parole des récipiendaires, le préfet de la région du Gontougo, Kwadio André, a, au nom des bénéficiaires, salué les actions sociales de la Lonasi qui ont un impact positif sur les populations. C'est un sentiment de joie, une joie certaine face aux gestes forts posés par la Fondation de la Lonasi à travers les dons. La Fondation Lonasi participe auprès du gouvernement à la lutte contre la pauvreté en milieu rural et urbain. Mesdames et messieurs les responsables de la Fondation Lonasi, soyez fiers de vous. Soyez fiers dans l'exécution de votre mission sociale.
Avec ces nouvelles œuvres sociales, la Fondation Lonasi contribue à rapprocher les services essentiels des populations rurales et à promouvoir un développement équitable dans le pays. Face à l'épineux problème des addictions qui touchent de plus en plus de jeunes, la communauté thérapeutique Grain de Sénévé a réuni à l'auditorium de la Bibliothèque nationale à Abidjan les parents désireux de comprendre et mieux accompagner leurs enfants. Entre échanges riches et conseils pratiques, ce premier séminaire marque une étape importante avant l'ouverture du centre thérapeutique Grain de Sénévé. Aïssata Koné et Tima Traoré pour le compte rendu. Sortir définitivement de l'addiction. Le thème central de ce premier séminaire parental de la communauté thérapeutique Grain de Sénévé. Ce samedi 7 décembre à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau. Le séminaire parental est un rassemblement de personnes qui ont à charge des enfants ou des proches aux prises avec les addictions. Et ce séminaire va leur permettre donc d'avoir les outils pour aider leurs proches dans cette situation. En outre, le séminaire va aussi leur permettre de gérer leur stress. 3 conférences au programme de ces 4 heures de change ont clairement expliqué que derrière chaque difficulté se trouve une opportunité de guérir. En changeant notre regard de la difficulté, nous parviendrons à réaliser des exploits inespérés et créer un environnement confortable en nous et autour de nous. L'addiction là peut avoir une base psychologique et donc la prise de substances peut installer un schéma corporel, d'où l'approche, n'est-ce pas, de la thérapie cognitive. C'est un ensemble de spécialistes qui a fait non seulement de la thérapie individuelle, mais la thérapie de groupe, mais aussi former les parents. Donc c'est ces formations-là que nous avons fait, n'est-ce pas, dans le centre de Grain de Sénévé. Je peux dire que j'ai beaucoup appris. J'ai appris que ce n'est pas forcément la faute des enfants, que les parents que nous sommes devons nous mettre en cause pour pouvoir mieux les aider et les sortir de là. La dépendance a beaucoup plus une dimension psychologique. Tant que cette dimension psychologique n'est pas prise en charge, il est difficile d'avoir une guérison totale. Créé en 2024, Grain de Sénévé tire son nom de la parole biblique. Avec des milliers de cas détectés chaque année, le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes. Dans le cadre de la lutte contre la maladie, le Rotary Club Abidjan Elixir a offert un dépistage gratuit à 1000 hommes de la commune de Sakassou. Une initiative du club service réalisée en collaboration avec le ministère de la Santé et le conseil régional de Beké sous le thème Protégeons la santé des hommes. Dépistons tôt, agissons ensemble. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Le Rotary Club Abidjan Elixir engage le combat contre le cancer de la prostate. Le club service a mobilisé ses membres et autorités à Sakassou à l'effet de sensibiliser la population masculine sur cette maladie. À cette occasion, des messages sur les facteurs favorisant ce cancer, touchant typiquement les hommes, ont été véhiculés par le professeur Avion Kwasi Patrice, chirurgien urologue au CHU de Boaké. Il a axé surtout son intervention sur la prévention et l'importance du dépistage précoce de ce cancer. En ce qui concerne les facteurs favorisants, le sujet de race noire développe plus le cancer de la prostate. Nous avons les facteurs hormonaux tels que la testostérone. Nous avons aussi l'âge supérieur ou égal à 45 ans, qui est un facteur de risque pour la survenue du cancer de la prostate. C'est une maladie qu'on peut guérir. Le cancer de la prostate est un tueur silencieux. En Côte d'Ivoire, et selon les chiffres, il s'avère depuis 2023 être le premier cancer chez les hommes. D'où la nécessité pour le Rotary Club Abidjan Elixir de mener la lutte en offrant cette campagne de prévention et de dépistage gratuite en faveur des hommes de la commune de Sakassou. Ce sont en effet 1000 d'entre eux via des tests PSA rapides qui ont été dépistés. Venir dépister à Sakassou avec l'implication du ministre directeur de cabinet, avec le ministre président de conseil régional, l'implication du ministre de la Santé, c'était vraiment une belle occasion trouvée pour que les populations de Sakassou puissent bénéficier de la campagne du cancer de la prostate. La santé et le bien-être viennent vers ces populations. Il reste un petit effort et c'est leur volonté de pouvoir donc saisir l'occasion, l'opportunité, parce que par la suite, toutes ces bonnes dispositions feront en sorte que
les cas avérés soient accompagnés pour leur apporter la pleine santé. Le Club Service, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Conseil régional de Gbeke, entend poursuivre la prise en charge de certains hommes présentant les premiers signes de la maladie. Ainsi s'achève ce journal de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.